Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Michel Corridon. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes? Bien sûr. Alors, je suis Michel Corridon, je suis le président de petit groupe de sociétés. Et toutes ces sociétés-là œuvrent dans les ressources humaines. Et nous avons globalement 5 activités. La première activité est une activité d'externalisation de la paye. C'est en gros de l'expertise sociale. La deuxième activité est une activité de conseil RH, où nous accompagnons nos clients dans des services RH. Troisième activité, une activité SIRH. Nous vendons des solutions RH à nos clients. Quatrième activité, une activité de formation RH que nous faisons pour l'ensemble de nos clients. Et enfin, la dernière activité, une activité de recrutement. Alors, fort de cette expérience, nous allons voir dans cette émission justement une thématique en rapport avec la rémunération et ce que attendent les chefs d'entreprise et les salariés aujourd'hui en termes de rémunération. Donc, d'où cette première question. Qu'est-ce qu'on peut appeler rémunération pour un salarié et rémunération pour un dirigeant? Alors effectivement, la rémunération, on parle souvent de rémunération de salariés, et de dirigeants. D'une façon générale, que ce soit salarié ou que ce soit dirigeant, une rémunération, c'est la contribution que paye un employeur à son salarié en échange d'un travail, défini dans le cadre de contrats de travail. Un dirigeant, c'est différent. Il est souvent mandataire de sa société et son rémunération est définie souvent par ses associés. Et donc, il a une mission. C'est pas un travail cette fois-ci, c'est une mission au sein de son entreprise. Ça peut être sa propre entreprise ou l'entreprise de quelqu'un d'autre, mais peu importe. Il a une mission à faire et c'est cet argent-là qu'on lui donne qui est sa rémunération. Alors, aujourd'hui, beaucoup de candidats qui veulent s'inscrire en tant que salariés dans une entreprise ont des aspirations. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé et quelles sont les aspirations que veulent aujourd'hui les salariés et les attentes également des employeurs en termes de rémunération? Alors, avant de parler de ça, j'aimerais quand même faire une petite précision et expliquer qu'est-ce qu'il y a comme détail dans une rémunération, de façon générale. Dans une rémunération, on va trouver un salaire de base, qui est un salaire en règle générale consenti entre un employeur et un salarié, après discussion. Et c'est ce salaire-là qui va servir de base pour tout le reste. Après ça, nous allons trouver d'autres éléments qui peuvent être des éléments variables, des primes, des bonus, suivant l'échange qu'a le salarié avec son employeur. Nous allons aussi trouver, s'il y a rupture de travail, cette rupture peut être un licenciement, peut être une rupture conventionnelle aussi, mais dans tous les cas, rupture, on va trouver donc des primes liées au licenciement. Ce serait plutôt des indemnités qu'une prime d'ailleurs. Et puis on peut trouver d'autres éléments qui ne sont pas obligatoirement des éléments contractuels, mais négociés, comme des avantages en nature, genre véhicule de fonction, genre logement de fonction, ou autre chose de ce genre, des tickets restaurants, des choses de ce genre. Et puis, enfin, on retrouve des retenues parce que tout salarié doit payer des charges sociales qui va couvrir son assurance maladie, son assurance décès, sa mutuelle, sa prévoyance, un certain nombre de choses obligatoires fixées par l'État. Toutes ces retenues-là seront sorties de son salaire de base et de ses différentes primes, et on obtiendra à la fin son salaire net. Aujourd'hui, effectivement, les salariés ont changé. Ils ne sont plus dans un cadre purement salarial, ils veulent souvent plus. Et quand je dis plus, qu'est-ce que j'entends par là? Ils veulent donner du sens à leur travail, ils veulent donner du sens à leur vie personnelle, et ils veulent un réel équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et à ce titre-là,
ils vont vouloir souvent négocier un peu plus que du salaire. Genre, par exemple, plus de jours de télétravail, parce que ils vont quand même travailler chez eux, mais ils préfèrent travailler chez eux que travailler au sein de l'entreprise. Ça leur évite du déplacement, ça leur évite des frais de vêtements, ça leur évite des frais de transport, des choses de ce genre. Donc, ils vont vouloir négocier ça. Ils vont vouloir négocier une meilleure transparence dans l'entreprise, de façon à ce qu'ils sachent un petit peu plus ce qui se passe. Ils vont vouloir avoir une bonne ambiance au boulot. Souvent, j'ai des salariés qui, avant d'être embauchés chez moi, me disent comment est l'ambiance. C'est important pour eux. Donc, c'est ça qui a changé. Et tout ça a changé, d'ailleurs, depuis le Covid. Les gens se sont remis un peu en question. Et c'est tant mieux. Personnellement, je trouve ça plutôt une bonne chose, une très bonne chose. Aujourd'hui, donc on a vu qu'il y a beaucoup de changements dans le marché du travail. Et quelles sont les nouvelles donnes en termes de négociation salariale lors d'un recrutement? Aussi bien pour cette question vaut aussi bien pour le salarié qui souhaite vouloir négocier pour entrer dans un nouveau poste de travail que l'employeur aussi. Quels sont les atouts et qu'est-ce qu'il doit mettre en avant aujourd'hui et qui n'était pas le cas forcément les années d'avant? Auparavant, ce qu'on voyait, c'est des personnes qui cherchaient du travail et qui allaient chercher du travail. Peu importe l'entreprise qui les embauchait, ce qu'ils voulaient, c'est travailler. Ouais. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Grâce aux réseaux sociaux, le candidat qui arrive chez vous s'est déjà renseigné sur vous. Il ne s'est pas renseigné que sur l'entreprise. Il s'est renseigné sur l'entreprise et il s'est renseigné sur le chef d'entreprise avant de venir chez vous. Si ça ne lui convient pas, il ne viendra même pas. Et donc, une fois qu'il est chez vous, soyez pas surpris, vous verrez qu'il vous connaît, il parlera des choses de vous. J'ai eu une fois un salarié qui m'a dit « Vous ne me connaissez pas, monsieur, mais je vous connais. Vous avez beaucoup de valeurs et c'est à cause de ces valeurs-là, c'est grâce à ces valeurs-là que je suis venu chez vous. » Donc, alors, il m'a peut-être flatté, ça a peut-être servi à, mais n'empêche qu'il se renseigne beaucoup. Et quand il négocie, certes, ils veulent être payés en fonction de leurs compétences et de leur savoir-faire, mais c'est pas tellement ça qui les intéresse. Vraiment, ce qui les intéresse, c'est pas le salaire. C'est fini, ça, la notion de salaire. Ils veulent beaucoup plus. Ils veulent du bien-être. Ils veulent du sens à leur mission. Ils veulent pas un chef sur leur dos en permanence. Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Ils veulent beaucoup d'éléments de gratification. Et ça se traduit par de la transparence au sein de l'entreprise. Quand vous avez, par exemple, des grandes décisions à prendre, ils aimeraient participer à ces décisions-là. Ils n'aiment plus du tout qu'on leur dise « j'ai décidé ». C'est fini ça. Ils veulent participer. Donc ils veulent un vrai débat, un vrai échange. Voilà, j'ai telle problématique, voilà comment je vois la chose. Et ils portent leur avis, ils donnent leur avis, et ils veulent qu'on en tienne un peu compte. Alors certes, le chef d'entreprise qui n'est pas habitué à ça se retrouve confronté à c'est quoi celui-là? C'est moi qui le paye ou quoi? Donc il faut qu'il intègre ça. Aujourd'hui, il faut que le chef d'entreprise intègre ça, que les salariés d'aujourd'hui sont en attente d'autre chose que purement un travail avec un salaire derrière. Point la ligne, c'est fini ça. Et personnellement, j'y réponds de la façon suivante. Certes, la transparence existe chez moi. Je suis très transparent. On fait des réunions une fois par trimestre avec l'ensemble des salariés. On leur explique des choses, on leur montre des chiffres, on leur explique la stratégie. Ils participent, ils donnent leur avis. Et c'est très enrichissant parce que des fois, on se rend compte qu'ils ont de très, très, très bonnes idées. Donc, on essaie de les mettre en pratique aussi de la même façon. Par beaucoup de rencontres conviviales, chaque événement en Martinique,
Nous essayons d'y participer. Par exemple, au Tour des Halles, nous avons participé au Tour des Halles. Nous faisons des séances de yoga du rire, nous faisons des sorties ensemble, des pratiques de sport ensemble, des choses de ce genre. Ça permet de ressouder, de créer des liens, et c'est une excellente chose, quelque part. Donc, c'est ça les attentes aujourd'hui des salariés. Et puis, le télétravail, indispensable. Alors, le télétravail a commencé avec le Covid. Avec le Covid, j'ai dû mettre tous mes salariés en mode télétravail tout de suite, immédiatement, à 100%. Une fois le Covid terminé, les salariés ont réclamé eux-mêmes de revenir au bureau parce que le lien était coupé, le lien social était coupé et ils avaient besoin de ce lien social, de retrouver leurs collègues, d'échanger avec leurs collègues. Et donc, nous avons remis tout le monde au travail. Et puis après, nous avons organisé le télétravail ensemble, de telle sorte qu'on n'est plus aujourd'hui qu'une journée de télétravail par semaine, au lieu d'être en télétravail à 100%. Donc là, M. Corridon, vous nous avez donné un exemple concret de comment les choses ont évolué dans votre groupe. Concrètement, dans une TPE lambda en Martinique qui a moins de 20 salariés, comment ça se passe et comment on fait pour collaborer, intégrer les personnes à une organisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont de recrutement ou quelque chose qu'il faut envisager de façon constante? Et quelles sont les choses autres que cela qu'il faut mettre en place pour pouvoir intégrer et avoir le sentiment que les salariés fassent partie d'une famille? Alors, les PME en Martinique, notamment les petites entreprises de moins de 20 salariés, c'est 95% du marché entrepreneurial ici, sont des très petites entreprises. Quelque part, c'est un peu une famille. Et le chef d'entreprise, s'il veut vraiment intégrer ses salariés, dès le recrutement, doit vendre son entreprise à ce candidat. Autrement dit, lui raconter son histoire personnelle et l'histoire de l'entreprise. Et lui expliquer qu'est-ce qu'il attend de lui dans cette mission-là, dans cette vision-là. Là, on ne parle pas salaire, on ne parle même pas compétences. On lui explique, voilà pourquoi j'ai monté cette entreprise, voilà ce que je voulais en faire, voilà ce que j'attends de mes salariés pour y participer. Et vous, comment vous vous voyez dans tel cadre? Et ces réponses vont déterminer ou pas si vous le choisissez ou vous ne le choisissez pas. Sinon, c'est perdu. Si vous n'essayez pas de lui faire comprendre qu'est-ce que vous avez voulu faire et pourquoi vous voulez le faire, oui, quelque part, il aura du mal à y adhérer. Donc, une fois qu'il a compris ça et qu'il y adhère, c'est plus simple. Parce qu'il s'engage. Et cette notion d'engagement est quelque chose d'important pour un jeune d'aujourd'hui. Il a besoin de s'engager. Donc, il faut l'encourager à s'engager. Et l'encourager à s'engager, c'est lui raconter l'histoire de l'entreprise. Et donc, une fois l'histoire racontée, il dira oui ou il dira non. Ce qui sera plus simple en termes d'échange par la suite. Et surtout de négociation d'ailleurs. Parce que son oui, il devra aussi le justifier. Oui, je m'engage, oui, je suis prêt à faire ceci, oui, je suis prêt à faire cela. Et il faut donc le justifier par la suite. Et tout au long de sa vie au sein de l'entreprise, il faut en permanence qu'il le justifie. Et s'il n'entre plus dans les clous, on pourra lui dire, mais attends, tu es totalement en contradiction avec ce que tu m'as raconté le premier jour. Nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, essayons de nous remettre sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, toute personne, la plupart des personnes qui souhaitent intégrer un poste n'attendent plus un chèque à la fin du mois. Non. Ils attendent vraiment autre chose. C'est sûr. C'est sûr. Mais le chèque doit quand même être là. Oui, le chèque vaut mieux. Il vaut mieux d'ailleurs. Parce que et en plus, s'il a de la compétence, s'il a de l'expérience, alors ça aussi c'est important, l'expérience. S'il a de l'expérience, une vraie compétence, il attend une rémunération à la hauteur de cette expérience, de cette compétence. Donc il faut pouvoir le payer comme il faut. Mais en dehors du salaire, j'ai même eu un cas, c'est exceptionnel, je l'avoue, mais j'ai même eu un cas où quelqu'un a accepté de baisser son niveau salarial pour entrer chez nous.
Parce que qu'est-ce qu'il recherchait, l'expérience? Non, il recherchait un cadre de vie différent de ce qu'il avait avant. D'accord. OK? Donc, c'était pour lui important, ce cadre de vie-là. Donc, il a accepté de revoir à la baisse son salaire pour entrer dans un cadre de vie. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut dire que l'image d'entreprise pèse dans la négociation et dans le fait qu'un candidat va être intéressé par un poste dans une entreprise? Et pourquoi aujourd'hui cette image d'entreprise est importante? Alors, cette image est importante parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le candidat va chercher sur les réseaux sociaux ce qu'on dit de cette entreprise et ce qu'elle dit elle-même, ce que cette entreprise dit elle-même d'elle. Ouais. Et donc, ça aussi, c'est important. Donc, c'est tout ça qui est important dans l'image de l'entreprise et dans la marque employeur. C'est comment elle est perçue à l'extérieur. Est-elle perçue comme un expert dans un domaine donné? Est-elle perçue comme un gros employeur? Est-elle perçue comme quelqu'un qui paye bien? Est-elle perçue comme quelqu'un qui sait organiser son cadre de vie? Est-elle perçue comme quelqu'un qui met en avant l'humain? Voilà, tout ça fait que le candidat va regarder ça en amont, bien en amont. Et c'est ça qui va l'attirer. S'il n'a pas ça, il ne sera pas attiré. Si vous êtes perçu comme un dictateur, chef d'entreprise qui s'énerve facilement, de ce genre, il y a peu de chances que vous attiriez de beaux candidats. Et même ceux que vous avez attirés, pour qu'ils restent, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Donc vous ne pouvez pas non plus mentir, vous ne pouvez pas non plus biaiser. Vous avez raconté quelque chose, vous avez dit une histoire, ils veulent retrouver ce que vous avez dit, ils veulent retrouver cette histoire quand ils sont dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait que vous gardez en règle générale vos salariés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres méthodes de fidélisation d'un salarié aujourd'hui? Ah, bien sûr, il y a plein d'autres méthodes de fidélisation de salariés. Il y a la mise en place éventuellement de plans d'épargne entreprise, plans d'épargne retraite, la mise en place de chèques cadeaux, éventuellement, pour des événements un peu spécifiques, fête des mères, fête des pères, des choses de ce genre. Des congés exceptionnels donnés pour un événement quelconque, même si ce n'est pas un événement prévu dans les textes par la loi. La façon dont vous allez les intéresser aux décisions de l'entreprise, pour eux aussi c'est important parce qu'ils se disent qu'ils sont un peu considérés et que leur avis a du sens. Vous avez aussi des primes que vous pouvez mettre, qui sont des primes liées à la performance de l'entreprise. Mais il y a un élément qui est très important aussi qu'il faut voir. Le contexte économique est aussi important. Sommes-nous dans un contexte économique à croissance forte ou sommes-nous dans un contexte économique à faible croissance? Suivant le cas, l'employeur est plus ou moins prêt à donner davantage. Si on est dans un contexte de croissance forte, l'employeur peut vous écouter et peut être plus généreux. Et si ce n'est pas le cas, il a peu de chances de vous suivre dans vos demandes. Et comment voyez-vous, par exemple, le recrutement d'un chef d'entreprise qui embauche pour la première fois son deuxième salarié? Ça, c'est plus compliqué pour pouvoir fidéliser quand on n'a pas vraiment les moyens, mais qu'on est en phase de croissance. Là, il faut vendre quelque part votre vision de votre entreprise. Okay. Vous avez un salarié, vous êtes en train d'embaucher le deuxième. Quelque part, vous êtes en train de multiplier par 2 le volume des salariés que vous avez chez vous. OK? C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez expliquer à ce futur candidat en face de vous que sa venue est une venue qui va participer à la croissance de l'entreprise. Et c'est une croissance forte.
Parce que la charge que vous avez avec le deuxième salarié, c'est une charge qui est multipliée par 2. C'est important. Donc, ça veut dire que la vision du chef d'entreprise est une vision avec une croissance forte de son entreprise. Donc, quelque part, ce salarié-là qui va arriver va y porter une contribution qui est loin d'être négligeable. Et grâce à cette contribution, il sera largement rémunéré et aura participé à l'embauche du troisième salarié. Monsieur Corridon, je vous remercie pour votre participation. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux chefs d'entreprise? La vie de chef d'entreprise est une vie exaltante, pleine de rebondissements, pleine de turbulences, mais une vie riche. Une vie riche parce que, quelque part, vous construisez quelque chose et cette construction n'est jamais finie. Et vous êtes en permanence en train de l'aménager, de la redresser, de la performer. Et chaque fois que vous y arrivez, vous en sortez une satisfaction telle que c'est magnifique. Donc, c'est vrai qu'il y a des turbulences, je suis d'accord, mais ces turbulences-là ne sont rien par rapport au bonheur que vous en tirez quand vous arrivez à faire quelque chose de ça. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Corridon. Merci. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.